D'abord, je m'appelle Birahima, j'ai 12 ans. J'ai peur de rien du tout et parle comme un vrai salopard. Je veux vraiment vous raconter ma vie de merde de maudit. On est au Festival d'Annecy avec Zaven Najar et on a eu la chance de voir Allah n'est pas obligé. Comment ça va aujourd'hui? Bah, bonjour, ça va très bien. Pas trop fatigué? Oh, ça va, ça va. Légèrement, on va dire. Légèrement, ouais. Alors, Allah n'est pas obligé, c'est un film d'animation qui va parler de la guerre civile et de la question des enfants soldats en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays, du Libéria à la Côte d'Ivoire, etc. Moi, je te connais aussi pour avoir travaillé sur La Sirène en tant que directeur artistique. Je t'avais d'ailleurs interviewé Sepideh Farsi l'année dernière pour La Sirène. J'ai failli la voir à Cannes, malheureusement pour son film sur le photojournaliste qui a été depuis assassiné. On retrouve du coup cette idée d'avoir un film qui est basé sur des faits réels avec une dimension documentaire, mais une dimension pédagogique aussi, mais également un film d'aventure en quelque sorte. Alors, je voulais savoir ce qui t'avait poussé à adapter finalement ce roman éponyme qui était sorti en 2020 et qui avait été primé à l'époque, Ouais. peut-être à une époque où on parle moins de la question des enfants soldats aujourd'hui. En fait, le début de ce projet, c'est la rencontre avec Sébastien Onomo, qui est aussi le producteur de La Sirène, justement. On se rencontre au début de La Sirène. Et en fait, Sébastien, lui, rêve à ce moment-là, depuis ses études, ses cours de littérature africaine à la Sorbonne, de Toumba Changoloko, et il rêve d'adapter ce roman. Et en même temps, moi, de par mon histoire familiale, et comme tu disais dans mes films, où il y avait La Sirène, et avant mon premier court-métrage, Un obus partout, bah, dans ma famille, nous, on est des Arméniens de Syrie et du Liban. Moi, adolescent, j'entendais des histoires sur la guerre civile libanaise notamment, et c'était souvent par des choses un peu ironiques, où tu commences une histoire qui commence un peu de manière anodine, comme une histoire du quotidien, et qui tout d'un coup devient dramatique alors que tu t'y attends pas. Et c'est souvent comme ça que les choses m'étaient un peu racontées par bribes. Et finalement, la manière dont le personnage de Birahima raconte son histoire, comme Amadou Kourma l'a raconté, avec beaucoup d'ironie et parfois d'humour et de décalage, tout en étant très direct, ça m'a profondément touché. Ça m'a parlé tout de suite, aussi par rapport à ses souvenirs. Et justement, dans mon court-métrage Un obus partout, c'est ce que j'avais fait en adaptant ces deux nouvelles de Alexandre Najar. Il y avait, je racontais la guerre, mais par le prisme de la Coupe du Monde. Donc c'était pareil, il y avait ce même type de décalage, tout en étant vraiment très direct et aborder vraiment ce sujet et les questions que ça pose. Donc c'est ce duo entre Sébastien et moi qui fait qu'on a commencé à travailler sur ce projet. Et Sébastien, il lançait à l'époque sa société de production, lui étant d'origine camerounaise. Il développait avec Special Touch majoritairement des projets qui se passaient en Afrique, etc. Et beaucoup avec des auteurs, des réalisateurs africains. Donc ça m'a donné aussi ce support, ce duo, c'était vraiment le point de départ. Et après ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches et à aller pouvoir travailler au Libéria avec interviewer des anciens combattants, etc. Donc il y a eu une dimension également recherche qui est très importante, donc on retrouve généralement aussi dans ton travail. Ouais. C'est là que tu es allé sur place et tu as aussi cherché des témoignages, tu as récolté des témoignages alors. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je me retrouve de fil en aiguille, pour faire un peu court, à rencontrer un ancien général du LERD, les Sierra-Léonais, qui en fait, on fait tomber Charles Taylor au final dans la deuxième guerre du Libéria, et avant, on fait tomber Foday Sankoh. Et donc, en fait, par son biais, enfin, au départ, je pense le rencontrer 1 heure, enfin, tu vois, comme ça, et en fait, finalement, par son biais, je rencontre beaucoup d'anciens combattants et il vient avec moi, il me guide il vient avec moi sur beaucoup de lieux du roman. Et c'était forcément voilà une condition sine qua non pour continuer ce projet.
de faire toutes ces recherches, bien sûr. Et puis, voilà, c'était des choses comme, par exemple, il y a tout un passage du film dans une carrière de diamants. Mhm. Donc, c'était, voilà, aller dans des carrières de diamants artisanales, comme... alors, dans le roman, c'était des carrières d'or. Mais voilà, dans la région précise, à Nimba, j'ai trouvé des carrières de diamants artisanales et tout. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai un tout petit peu modifié par rapport à justement ce que moi j'avais vu dans la réalité pour me baser sur la réalité. Et puis, essayer d'avoir des témoignages aussi sur comment c'était à l'époque, comment c'était quand justement c'était militarisé. Mhm. Donc, c'était un peu un mélange entre voilà, comment ça fonctionne, enfin, techniquement, et puis aussi bien se renseigner sur comment c'était à l'époque par rapport à aujourd'hui. Donc, c'était toujours voilà, ces allers-retours, et puis aussi faire beaucoup de recherches par rapport à la littérature, par rapport à l'œuvre d'Amadou Bourma. Donc c'est toujours un aller-retour, quoi. C'est pas uniquement Sachant le que comment dire. l'auteur, justement, qui avait écrit le livre en 2020, qui avait été primé, a expliqué justement qu'il avait écrit ce livre à l'initiative d'enfants qui lui avaient demandé à Djibouti Ouais, d'écrire ce livre pour tout justement à fait. témoigner. Parce que c'est vrai que dans un climat de guerre civile quasi permanente, je veux dire, il y a des pauses, mais je veux dire, il y a des moments où, en tout cas, c'est compliqué dans certains pays d'Afrique. Bah, on va avoir peut-être besoin d'avoir un discours aussi qui est rapporté par d'autres. Bah, en tout cas, là, au Libéria, en Sierra Leone, il y a après la fin de la guerre, il y a plus la guerre, c'est la paix, et Ouais. les pays sont en paix, etc. Donc c'est pas, c'est plus, moi, la manière dont je l'ai abordé, c'est plus que c'est un roman qui est très actuel dans les mécaniques qui mènent à ce type de conflit qu'on voit. Au Soudan maintenant aussi. Voilà, exactement, qu'on voit aujourd'hui au Congo et aussi au Moyen-Orient. Donc c'est en fait c'est ça qui moi m'a aussi intéressé, c'est-à-dire que il y avait le parcours de ce personnage, mais il y avait donc son destin à lui et tous les autres personnages autour de lui, mais il y avait aussi ce macro Mhm. qui raconte les mécanismes qui mènent à ce type de conflit dans un sens global. Et donc c'est ça qui m'a intéressé parce que c'était pas juste l'histoire de ce personnage, mais à travers l'histoire de ce personnage, on allait t'expliquer aussi des choses et puis surtout, ça allait aussi amener à réfléchir, à se renseigner plus, etc. Bah, on voit la mécanique de la guerre qui est à l'œuvre et de la guerre civile. Ouais. On voit aussi cette scène où il y a le petit justement personnage principal qui a quand même pas mal de caractère, puis qui est pris finalement dans les taux des enfants soldats embrigadés, avec notamment la prise de drogue. C'est bien connu. D'ailleurs, c'est un peu un dénominateur commun des Ouais. conflits. Il y avait ça chez Daesh, où, Bien sûr. il y a ça chez certains combattants, il y a ça dans la guerre civile. C'est on va les droguer en plus de ça, et avec des figures charismatiques qui sont aussi jetables au bout d'un certain moment. C'est-à-dire, elles finissent par tomber aussi, ce qu'on voit avec plusieurs, en tout cas, des leaders de ces gangs, entre guillemets. Oui, ouais, bien sûr. C'est sûr que toutes ces réalités font partie de ce type de conflit. Et donc, c'est ce que décrivait Amadou Kourouma. Et donc, qu'on a retranscrit dans le film. Et aussi, voilà, c'est sûr que passer par le prisme d'un enfant qui devient un jeune adolescent, ça raconte voilà l'horreur de ce type de conflit et aussi les différents niveaux de prédation et Oui. comment euh, en fait la manipulation de l'extérieur, de l'intérieur, l'utilisation des matières premières, ce genre de choses. Donc moi je voulais montrer comment en fait tous ces mécanismes-là à titre individuel Symbolique. et aussi ouais comment tout ça s'imbrique et aussi, finalement, quelque chose qui m'importait beaucoup, c'était il y a ces aspects-là, mais il y a aussi la vie de ces personnages, leurs relations, Mhm. le fait que ce soit, pour certains qui sont plus âgés, leur jeunesse, etc. Euh, En vrai, je pouvais pas tout raconter, mais il y avait aussi des personnes qui, durant le conflit qui a été, durant les deux conflits, les deux guerres du Libéria, il y a des gens qui combattaient, parfois reprenaient des études, combattaient. Tu vois, Ah oui, c'est c'est un pas, processus ouais. rectiligne, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut parfois peut-être s'imaginer quelque chose d'assez rectiligne, alors qu'en fait, pas forcément. Et donc, cette idée que de raconter en fait la vie quotidienne et pas juste des combats ou quoi, c'était aussi important ou même quand ils sont dans le camp du NPFL, voilà,
raconter aussi cette vie-là du quotidien qui existe également. Et les relations entre tous ces personnages, ça faisait aussi partie de raconter cette histoire. Donc c'était vraiment très important. Et moi, c'est quelque chose qui m'a aidé dans l'adaptation aussi. C'était le lien indéfectible qu'il y a entre des personnes qui ont combattu ensemble. Ouais. Et ça, c'était aussi, voilà, enfin, du coup, dans les entretiens que j'ai pu faire ou dans la vraie vie, dans juste connaître des personnes et tout, ça m'a aidé pour ça. C'est-à-dire, je me disais, OK, ce lien-là, c'est aussi quelque chose qu'on va raconter. C'est ce que Amadou Kourouma, il raconte avec tous les personnages, les autres soldats avec qui Birima, il va combattre, mais vivre. Et il commence en disant, je vais vous présenter mes amis. Et donc, voilà, moi, directement, ça m'a fait ce lien-là. Et donc, c'est ça que je voulais aussi raconter. C'est très important. Et donc, si tu veux, c'est vraiment une réalité très complexe avec différentes imbrications. Donc, c'est vraiment ça que je souhaitais raconter, en fait, cette complexité. C'est la vie, strates aussi qui existe. Et il y a quelque chose pourtant qui est aussi un peu paradoxal, mais qui fait aussi office de survie, c'est que à d'autres moments, on peut passer d'une tribu à un autre, d'un clan à un autre, entre guillemets. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans d'autres conflits. C'est aussi pas en Afrique, mais par exemple même au Moyen-Orient. Je me souviens quand on parlait des talibans, etc. Il y avait des fois un prisme médiatique occidental où on avait l'impression que c'était que des gens qui étaient convaincus, etc. Alors qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui passaient d'un camp à l'autre parce qu'il fallait survivre, il fallait manger, et il fallait être payé un minimum. Ce qu'on retrouve aussi dans des climats de guerre civile, parce que là on le voit bien, où qu'on aille, on peut être précipité dans des situations concrètement difficiles. Ouais, c'est certain. Beaucoup de combattants ont combattu pour différents camps au fil du conflit, parce que les enjeux des commandants, c'est aussi d'avoir des gens aptes à combattre pour pouvoir continuer, parce que ils doivent avoir suffisamment de personnes pour combattre, pour tenir aussi des positions, etc. Donc c'est d'ailleurs à un moment un enjeu puisque ils perdent une des positions. Donc voilà, c'est ce nombre qui fait aussi que les gens vont combattre. C'est ça qui est la logique derrière. Donc du coup, c'est ce qui amène les personnes à combattre pour différents camps. Donc c'est ce que raconte le roman, et comment du coup Birima il va se retrouver à combattre finalement pour tous les camps. Oui, voilà, jusqu'au camp d'ailleurs. Enfin, on va rien dire, mais mais on sent aussi cette logique qui est tout le temps à l'œuvre du déracinement. Enfin voilà, le principe aussi des enfants soldats, c'est qu'on les déracine de leur village pour qu'on puisse les utiliser ailleurs aussi, concrètement. Ouais, c'est sûr. Et puis, lui, surtout, il part, et puis il est, pour retrouver sa tante, c'est cette quête de cette tante qui était très importante pour moi aussi. Le fait qu'il cherche sa famille, c'était évidemment très important. Et puis, il y a cette relation avec le personnage de Yakuba, qui est à la fois ambigu, et en même temps, c'est un personnage qui se veut un peu cynique de base. Et surtout, il l'est avec lui, puisqu'il essaye de lui dire, tu verras, ça va être comme dans les films américains, etc. Responsabilité collective. Ouais, mais en même temps, il y avait ce personnage-là, et je réfléchissais beaucoup, et avec Thomas Gijol, on a aussi beaucoup réfléchi à ce personnage. Et dans le roman, il était décrit comme ayant échoué souvent. Enfin, il avait vécu dans beaucoup d'endroits. Et ouais, alors ça, j'ai un tout petit peu modifié, parce que du coup, comme Thomas faisait la voix et tout ça, j'ai un peu, j'ai fait une petite, j'ai fait un petit stretch par rapport à ça. Mais en même temps, c'est un personnage qui, dans le roman, a vécu dans tellement d'endroits, fait tellement de choses. On sent que, donc c'était dans cet esprit que, dans l'adaptation, j'ai pris une petite liberté, je me suis permis ça, mais c'était parce que aussi, c'est un personnage qui a une histoire foisonnante, quoi. C'est parce que comme c'était naturel d'ailleurs qu'il passe d'un bouleversement à un autre, quoi. En tout cas, il a toujours voyagé comme ça, et c'est vrai que à chaque fois, il est décrit comme il faisait des affaires, ça marchait, et puis au final, il y a toujours un souci. Et donc je me disais, ce gars, il
il passe pour un cynique, quelqu'un qui est un peu sans foi ni loi, tout en étant sympathique. Et je me disais, en même temps, il va jamais abandonner ce gamin. Et peut-être qu'en fait, à chaque fois, la raison pour laquelle il a cet échec, c'est peut-être qu'il est pas assez cynique au fond. Oui. C'est que ce personnage, il a, au fond de lui, Pas le jusqu'au cœur, il va pas jusqu'au bout du truc. Il est plus en retrait que le petit, d'ailleurs, dans les scènes de combat. Enfin, il est là, Ouais, mais ouais, c'est ouais, pas, ouais. pour passer, c'est pas Rambo, quoi. Non, non, mais c'est pas son rôle d'ailleurs. C'est pas son rôle du tout, ouais. Et en même temps, ça aurait peut-être été pire s'il était pas là, pour le petit. On En peut tout imaginer cas, que ça aurait été différent. finalement, ils vont créer cette relation très proche. Et donc, moi, c'est ça que je voulais décrire. C'est pas, encore une fois, quoi, c'est un personnage qui est pas unilatéral. C'est pas un personnage qui a une vérité. Mhm. C'est un personnage qui, au final, évolue et se révèle être ce qu'on n'imagine pas forcément de lui au départ. Et donc, ça, c'est ce qui m'intéressait dans ce personnage. Au départ, tu peux dire, bon, c'est un gars assez cynique, etc. Et au final, non. Ils se retournent et eux deux, ils vont vraiment créer ce duo. Et aussi, finalement, par leur relation, Naïma, il va aussi, à des moments, le remettre en question, ou ce genre de choses. Enfin, leur relation, elle va le faire grandir aussi quelque part. Donc voilà, ça faisait aussi partie de, de ce que j'ai développé, enfin, de ce qu'on a raconté dans le film. Alors, on retrouve un style aussi qui est très expressif, très coloré. Donc, moi, j'ai trouvé ça très efficace pour véhiculer les émotions. Et j'ai trouvé que, cette fois-ci encore, j'ai envie de dire, l'importance de la musique. Vraiment, j'ai trouvé que il y avait des partitions qui étaient très inspirées. Vous avez des partitions originales pour le film? Comment vous Alors, avez procédé, en fait, aussi pour ouais, accorder les images avec l'OST? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange des deux. ok. Alors, vas-y, je vais hiérarchiser un peu. Vas-y. Donc, concernant les images, déjà, merci. Et en fait, ce que je voulais faire notamment, enfin, sur le design, mais surtout sur les couleurs du film, finalement, de manière assez organique, il Mhm. y avait, si tu veux, le film commence, enfin, je voulais faire évoluer, en fait, la palette de couleurs au fil du film. Ok. Donc, d'ailleurs, on le voit très bien avec les deux premières scènes, parce que la toute première scène du film, chronologiquement, n'est pas, Oui, est beaucoup c'est plus vrai. loin dans le film. Ouais. Et donc, elle est beaucoup plus grise. C'est dans la saison des pluies, il y a de la pluie, il fait gris, etc. Et au début du film, au contraire, c'est plus, voilà, il fait beau, c'est plus chatoyant sans que ce soit trop, mais voilà, c'est des couleurs plus saturées, etc. Et on va dire, dans le premier tiers du film, c'est beaucoup plus comme ça, mais de manière tout à fait organique. C'est-à-dire, c'est par rapport au lieu, par rapport à, ça fait sens par rapport à tout ça. C'était pas artificiel. Et après, finalement, vers le milieu du film, c'est là qu'ils sont vers les carrières de diamants, etc., dans les carrières de diamants, pardon. Et donc, naturellement, c'est plus crayeux. Donc, Mhm. forcément, c'est plus blanc, c'est moins saturé, moins chatoyant. Et vers la fin, voilà, la saison évolue, même si c'est pas sur un an, donc c'est un peu, de ce point de vue-là, un peu artificiel. Mais ce que je voulais faire, c'était en tout cas faire cette évolution. Et c'est que sur la fin que on reprend un peu justement quelque chose de plus coloré et tout ça. Et donc, ça racontait en creux le parcours du personnage, en fait, et Mhm. sa vision des choses à lui. Et donc, il y avait, c'était quelque chose que j'avais construit vraiment comme une timeline dès le départ pour que, même si on va pas forcément y réfléchir sur le moment, mais instinctivement, inconsciemment, Ça ça participe de faisait, l'émotion, ouais. ouais. Et alors, concernant la musique, ouais, c'était évidemment crucial, parce que pour moi, la musique, elle allait aussi retranscrire comme un peu l'énergie du personnage, en fait, sa façon de parler, etc. Presque romanesque aussi. Ça donne un côté aussi Ouais. aventure à l'ensemble. Et en fait, donc c'est Thibaut Kietz-Algeman qui a composé la musique, pardon. Et en fait, moi, j'ai enregistré les voix pour la version française à Abidjan, Ok. notamment avec notre personnage principal. Il est interprété par le jeune rappeur ivoirien SK07, qui D'accord. a fait notamment un titre qui a fait le titre du générique avec Ok. James BKS. Ok. Et donc, c'était merveilleux de travailler avec lui. Et je travaillais avec des acteurs, des actrices formidables, notamment Miss Adri qui joue Tête brûlée, Salomé Compaoré qui joue Fatih, etc. Enfin, voilà. Et en même temps, quand on travaillait là-bas au Studio H,
je voyais qu'une grande part de ce groupe d'actrices et d'acteurs, en fait, ils jouent souvent ensemble, ils font aussi des spectacles de théâtre musical, etc. Et donc des tournées, enfin voilà, où ils jouent ensemble dans des films. Enfin, cette complicité, ce travail entre eux, ça a infusé énormément dans le film. Ça a été la Mhm. base totale du travail sur l'animation, sur tout ça. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit que on voudrait enregistrer la musique à Abidjan aussi, avec euh, voilà, avec des musiciens, des chanteurs, des chanteuses, etc. Du même groupe en partie, et voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait au final, et ça a totalement encore transformé la musique. Donc c'était vraiment pareil, des couches de travail, tu vois, Mhm. des couches de personnes qui viennent, qui rendent les choses euh, plus fortes, etc. Et donc c'est comme ça en fait qu'on a construit le film. Et pareil, la musique, elle a énormément influencé l'ensemble du projet. Donc ils avaient accès à une partie de l'animatique pendant qu'ils réalisaient les musiques. Vous avez pu leur montrer par exemple certaines scènes et dire bah là j'aimerais telle ambiance par exemple. Il y avait un processus qui allait dans les deux sens ou c'était plus l'animatique est finie et après on voit justement Non, plus la c'était partie musicale. pour l'animatique en tant que telle, c'était plus l'animatique qui était terminée parce que on pouvait pas, c'était compliqué en termes de budget de faire trop d'allers-retours. Donc du coup, moi, je montais des choses Oui, j'imagine. Ouais. et non, mais voilà, donc je montais des refs, des choses comme ça. Et parce que le travail de montage, c'était tout le temps. Moi, j'avais le montage et je montais, même parfois, j'enregistrais des dialogues ou des choses. Enfin, j'essayais de rendre les choses très, très vivantes où je prenais des impros qu'on avait fait à l'enregistrement des voix, tu vois. Je mettais des musiques, des rêves, j'envoyais à Thibaut. D'accord, ouais. Donc, c'était quelque chose qui était extrêmement organique. C'était pas du tout protocolaire. Pas Tu lisse vois. du tout. Oui, oui, d'accord. Non, Ouais. c'est C'est vraiment pas pas étape tout, 1, étape 2. Ouais, non, non, c'était vraiment pas ça, quoi. Il fallait, parce que l'animation, c'est très organisé Bah oui, et non. c'est nécessaire parce que Mhm. c'est impossible. Mais du coup, quand on en arrivait à ces étapes-là, au montage et tout ça, moi, je voulais vraiment être tout l'inverse, si tu veux, parce que c'était nécessaire. Et donc, c'est pour ça, tu vois, que je m'occupais de tout ça pour vraiment essayer de donner le maximum de vie. Et puis parfois, on réenregistrait ou ce genre de choses. Puis il y avait toutes des étapes comme ça où essayer de construire, de rajouter le maximum de vie au film. Ça a été un travail, même au mixage son à la fin, où j'étais, ouais, cette scène, on va couper, tac, le dialogue. Enfin, parce que tu peux jouer, même si en animation, tout est très protocolaire, Mhm. et c'est crucial, et voilà, je dis pas que ça l'est pas. Non, non, Euh, bien sûr. Chacun aussi sa manière de procéder. Parce que toi, t'as déjà, si on résume, il y a quand même une partie recherche documentaire en amont, plus prise de témoignages, plus on va avoir une application de personnes locales, enfin pour la ouais, ouais. musique, etc. Après, il y a une démarche qui est quand même assez hybride dès le départ aussi. En plus, entre le Ah non, documentaire non, et mais la fiction, le livre, ouais, l'animation. ouais. Ben, j'avais fait aussi un autre truc, d'ailleurs, du coup, après, on avait travaillé avec Karen Vingzura pour adapter, très calé pour ce travail d'adaptation technique vraiment de scénario que moi, j'avais pas en termes de technicité. Et après, on a retravaillé, je voulais refaire des entretiens, et puis il y a eu le Covid. C'était le moment où, le jour où je devais partir, il y a eu le Covid, donc le lockdown. Enfin bref, et après j'étais retourné travailler avec Mohamed Tarawali, le général dont je parlais. Ouais. On avait regardé tout le scénario, on avait euh, on avait tout décortiqué, est-ce que ça serait réaliste, comment ça marcherait, etc. Et vraiment je le remercie de m'avoir aidé pour ça, c'était extrêmement précieux. Et et moi en même temps je fais des croquis de plein de choses en fait, tous les D'accord. décors, les choses, etc. alors qu'on parlait. Et c'est tout ça, ça a été aussi une de nos bases pour l'animatique justement. Tout D'accord, ouais. ça, Vraiment un travail de documentaire, oui. ouais, ouais, mais qui est en fait le départ parce que après le roman, lui, il est documentaire, mais il va au-delà, donc Oui, bien sûr. fallait que ça devienne une œuvre de fiction. C'est-à-dire, c'est toujours un peu le piège enfin le piège. Le travail commence une fois que tu as fait la documentation. Mais en tout cas, ouais, toutes ces logiques, enfin, vraiment tout questionner comme ça amène après ça renforce en fait beaucoup de compréhension. Enfin, moi après, pour réaliser le film, c'était beaucoup de petits ressorts où je me disais, ok,
tel personnage, il pourrait évoluer de cette manière, il pourrait réfléchir de cette manière. C'est toutes ces petites choses-là qui vont donner après de la vie et de la subtilité au projet. Et moi, c'est ça que je vais rechercher. Et ensuite, le traduire aussi parfois en images, en cinéma. Mais tout part de ces éléments. Ce qui donne toutes les nuances du film, je Ouais. suppose. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi une phrase que j'ai trouvée très belle, qui est prononcée par le petit, qui est narrateur dedans, puis qui a un sacré caractère. Il y a un moment où il dit en gros que les personnages les plus célèbres de la fin du XXe siècle, c'est les enfants soldats. Enfin, ça le dire. Et je trouve que c'est important aussi de le rappeler, parce que ton film arrive en 2025. Et aujourd'hui, je trouve qu'on en parle très peu. Alors que bon, j'ai 34 ans, mais je trouve qu'on en parlait beaucoup plus. Oui, il y a une décennie, maintenant, on dirait que c'est un peu tombé aux oubliettes. Je pense même à d'autres choses. Je pense à l'État islamique dans l'Est de la Syrie, qui vient d'être libéré et qui est prise en étau, grosso modo, entre les Turcs et les Israéliens. Et où, dans l'Est, il y a des tonnes d'enfants abandonnés qui ont grandi dans l'État islamique, donc de Daesh, donc vraiment à un niveau extrême. Et soyons clairs, tout le monde s'en fout. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Ouais. Et nous, je veux dire, il n'y a pas du tout de faisceau médiatique. On n'en parle plus du tout. C'est sûr que c'est moi ce qui m'a profondément touché dans l'œuvre d'Amadou Kourouma, c'était que il y avait en fait beaucoup de digressions, mais ça faisait un petit peu comme le roman est écrit à la première personne, que c'est le récit de ce personnage, Birahima. Ça devient dans ces moments-là presque comme une discussion où on parle finalement il parle de sa vie, et puis il va parler aussi de politique, de choses historiques, etc. Et donc ces moments dans le roman, pour moi, c'était évidemment impératif de les conserver, même si je pouvais pas les conserver dans leur intégralité, parce que dans un film, ça aurait été trop, et puis que j'étais limité en termes de temps. Mais je voulais qu'ils soient très présents et qu'ils amènent le spectateur peut-être à se renseigner plus ou creuser, etc. C'est ça. Et donc dans le roman, ils sont pas dans le dictionnaire. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment mis en place de la même manière. Mais pour les conserver et en même temps conserver les dictionnaires, leur donner un rôle entre guillemets tout du long du film, j'ai réfléchi à cette idée que finalement il ouvre ses dictionnaires, puisqu'il dit qu'il raconte son histoire en utilisant des dictionnaires. Et finalement, il ouvre, le dictionnaire s'ouvre et on rentre dedans et on a des séquences en fait, on a une transposition de ces digressions du roman. Et c'était comme pour leur donner un cadre, en fait, pouvoir bien les organiser, les valoriser dans le film. Et puis, c'était évidemment très, très important parce que ça nous donne tout de suite un éclairage sur pourquoi et comment lui, il se retrouve dans cette situation. Et si t'as pas ça, oui, c'est important. Tu comprends pas et t'es juste dans l'émotion. Et moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Enfin, je voulais pas faire un film pour dire, regardez, c'est de l'émotion. Non, c'est regarder et comprenez, ou voilà. Enfin, il y a cette réflexion-là, Le parallèle est intéressant aussi parce que rappelons qu'il a 12 ans aussi, donc il fait l'apprentissage de la vie par les armes, et en même temps il a ce dictionnaire à côté qui symbolise ces choses-là, qui est aussi intéressant. Je pense même encore à ça m'y fait penser à l'instant, mais je pense aussi à à Boko Haram ou des gens comme ça. Ils ciblent immédiatement le lycée, kidnappent des enfants, ils attaquent des écoles. C'est assez symbolique aussi concrètement. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'était important pour moi de conserver du coup les dictionnaires, et puis c'est la base. Enfin, il commence en disant, pour raconter mon histoire, j'ai ces dictionnaires, etc. Et puis il y a le passage, enfin, sans dévoiler toute l'histoire, mais symbolique, mais il y a une force symbolique dans le roman. Et donc c'est sûr que c'est des choses, c'est des piliers un peu de l'histoire du personnage, donc il fallait les conserver et puis trouver une forme cinématographique en animation pour les faire exister et leur donner une vraie place dans l'adaptation. Hey, Birahima, sale petite démon! Écoute bien, tu dois toujours te protéger, mon fils. Maman, réveille-toi! Birahima, tu vas rejoindre ta tante. Elle va être ta tutrice. C'est les lois de la famille chez nous, les Malinké. Je veux pas aller au Libéria. Fafro. Alors, petit frère, c'est avec toi que je pars au Libéria. Le Libéria, c'est un pays fantastique. Tu pourras tout avoir, même une mitraillette, comme dans les films américains. Avec Yacouba, on partait retrouver ma tante Man.
Celui qui parle le plus. Moi, je veux devenir un enfant soldat, comme vous. Brahima, allez, bouge! Maintenant, j'étais Biraima, l'enfant soldat, sans peur ni reproche. Tu seras capable de combattre, soldat? Au fond, le maniement de l'arme, c'était facile. Il suffisait d'appuyer sur la détente et ça tuait. Ça tuait. Quand je ferme mes yeux, je vois la guerre. Lâche-moi. J'ai décidé le titre définitif de mon blabla. Allah n'est pas obligé. Alors asseyez-vous et écoutez-moi bien. Écrivez tout et tout sur ma fucking life.